Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au Forum du patrimoine. Nous sommes à Paris, au Salon international du patrimoine culturel, où nous avons posé nos caméras pour 3 jours d'échanges et de débats avec des experts, des entreprises, des architectes et des associations du secteur patrimonial. Cette 5e édition est organisée grâce au magazine Atrium et Atelier d'Art de France. Cette émission se propose de revenir sur quelques fondamentaux, et notamment le rôle de l'ABF, l'architecte des bâtiments de France. Une commission sénatoriale s'est réunie dernièrement qui pose la question des relations entre les architectes des bâtiments de France et les élus locaux. Pour en parler sur notre plateau, je reçois 2 invités. Bonjour à tous les 2. Bonjour. Tout d'abord, Frédéric Aubenton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte des bâtiments de France, chef de l'UDAP des Bouches-du-Rhône. Et vous représentez ici l'ANABF, l'Association nationale des architectes des bâtiments de France. À vos côtés, Gilles Alglave. Bonjour Gilles. Bonjour. Vous êtes président de Maisons Paysannes de France. Alors pour commencer cette discussion, peut-être pouvez-vous déjà nous rappeler quels sont les rôles et les missions d'un ABF ? Alors l'architecte des bâtiments de France est chargé d'appliquer les lois de protection du paysage et du patrimoine dans chaque département, en charge également d'assurer la conservation des monuments classés appartenant au ministère de la Culture, notamment les cathédrales, et enfin chargé de promouvoir une architecture contemporaine de qualité dans son département. En gros, je résume ces 3 grands aspects. Et donc vous avez un rôle privilégié au sein des élus, près des maires. Alors, tout à fait. Le rôle de l'architecte du bâtiment France est une énorme responsabilité que je dirais on a en partage avec les maires, parce que cette notion que les gens ne comprennent pas toujours d'avis conforme, c'est-à-dire l'autorité compétente doit reprendre l'avis d'un architecte des bâtiments en France dans des cas précis d'implantation du projet, etc. C'est un sujet évidemment qui est au cœur, je pense, des réflexions sénatoriales. À titre personnel, je considère que ça fait plus de 30 ans que je pratique le métier. Je n'ai connu que la décentralisation. Et pour moi, il est tout à fait, c'est un partage des rôles, quelque part, que l'ABF doit assurer avec les élus. Sur ce domaine-là, rappelons que l'urbanisme est décentralisé. Le patrimoine ne l'est pas tout à fait par le biais que nous représentons l'État dans la protection des monuments ou de leurs abords. Au sein de Maisons Paysannes de France, vous avez un rôle, une relation particulière aussi avec les ABF ? Alors oui, quand il y a un bâtiment qui implique l'intervention du service des UDAP, on a forcément un lien avec les ABF. Et nous, on est tout à fait confortés, on va dire, en principe, de travailler avec la logique des UDAP, qui en principe prennent en compte le patrimoine dans toute sa dimension. Et le patrimoine qui nous intéresse, qui est peut-être le moins connu dans la catégorie patrimoniale, c'est le cadre de vie des habitants d'un territoire. Et il est intéressant pour nous d'expliquer que l'ABF est un allié et pas un ennemi, comme il est souvent d'ailleurs ressenti aujourd'hui. Alors pas seulement par les habitants du village, mais quelquefois par les élus aussi. On est dans une rivalité de pouvoir, pour ne pas dire plus que rivalité, lutte de pouvoir quelque part. Et donc ça, c'est pas forcément quelque chose de sain, mais c'est quelque chose de révélateur d'une situation qui est celle que l'on constate, à savoir un manque de culture de certains par rapport à d'autres, puisque là on est dans le domaine de la culture. Et l'ABF, par principe, c'est quelqu'un qui possède la culture du patrimoine. C'est un historien d'art, c'est un spécialiste du sujet. Ce n'est pas forcément le cas de l'habitant simple du village qui n'a pas forcément accès à cette culture qui en plus est une culture qui lui échappe d'autant plus qu'elle n'est pas à sa portée souvent, faut quand même le dire. Et puis les élus pareil qui ont d'autres priorités et qui quelquefois considèrent l'ABF comme un obstacle à un développement, etc., etc. Donc le travail de Maisons Paysannes, à un moment donné, c'est d'essayer d'harmoniser en faisant comprendre aux uns et aux autres que c'est un bien qu'il y ait en France, cette aide que peut fournir le service des UDAP, qui est un service public. Aujourd'hui, il faut le dire, tout le monde se plaint des services publics et de leur dégradation, et on ne peut pas avoir tout et son contraire. Les services publics, les UDAP en font partie.
Donc ils ont vraiment un rôle d'utilité publique pour toute la population et pour tous les élus qui aussi doivent prendre des décisions sur, on va dire, la vie quotidienne des gens. Et le patrimoine fait partie du cadre de vie qu'il faut absolument voir avec beaucoup de soins et de précautions, surtout quand il y a un monument qui l'oblige de par la loi. Et je crois que vous êtes beaucoup sollicité justement dans ces UDAP, donc une centaine d'UDAP en France et énormément de dossiers qui arrivent tous les jours à traiter. Oui, alors dans mon département, on est dans l'ordre de 13 000 dossiers à peu près à gérer, de toutes sortes, depuis des petits travaux jusqu'à des permis d'aménager très importants. Voilà. Je reviens sur la question du métier. Donc, effectivement, on est recherché normalement pour notre travail d'expertise. On n'est pas tous forcément historiens de l'art, mais architectes. Et on n'est pas né au XVIIe siècle, on est né au XXe siècle. Donc on est censé aussi être au fait des problématiques d'aujourd'hui, en termes de tout d'ailleurs, toutes les injonctions qu'il faut aujourd'hui gérer, tout en préservant le patrimoine. Là, qu'on parle du poil à gratter quelque part de l'architecte des bâtiments de France, rappelons d'abord une chose. Remontons à l'origine. Nous sommes les enfants de Victor Hugo, qui disait si une maison son usage appartient à son propriétaire, la façade appartient à celui qui la regarde, et c'est tout repasser son droit que de la détruire. De ça, quelque part, on a fait une sorte de servitude. C'est une servitude d'utilité publique que nous gérons la plupart du temps, c'est sous cette forme-là. Et effectivement, c'est une ingérence quelque part. On parle de pouvoir des maires que moi je considère partagé et non pas l'un contre l'autre. Mais c'est aussi par rapport à la propriété privée. Donc, comme vous disiez, Monsieur le Président, la question de la formation, c'est fondamental parce que vous touchez à la propriété et à la connaissance ou au manque de connaissance des gens. C'est ce sujet poil à gratter. L'ABF, dans l'affaire, plus il va trouver des relais, plus il sera, et notamment Maison Paysanne de France et d'autres associations, plus il sera content. Plus il va en trouver auprès des mairies. Il faut bien comprendre une chose. On a décentralisé l'urbanisme, on n'a pas forcément mis des architectes en face de nous dans les communes. Donc souvent, on est le seul architecte que des gens vont rencontrer de toute leur vie. Et en plus, qui les embête. L'objectif, c'est pas de les embêter, c'est de leur dire qu'est-ce que vous pourriez mettre en valeur cette maison en faisant comme ci ou comme ça. Mais le sujet, il est quand même, le côté poil à gratter, je pense qu'il vient de ça, du rapport de pouvoir, pour certains qui considèrent effectivement que c'est un rapport de pouvoir qui a été introduit par la loi, un équilibre qui aujourd'hui... Moi, ça fait 30 ans que je fais le métier. La question de la vie conforme, donc cette fameuse avis de pouvoir, est régulièrement remis en question. Il y a des garde-fous aujourd'hui, et notamment par rapport à nous, qui sont notamment les recours auprès du préfet de région dans les cas vraiment les plus et c'est intéressant parce que même c'est parfois des moments de débat. Donc on n'est pas tout seul, pas aussi seul qu'on pourrait le croire. Sur quels sujets quels sont les sujets particulièrement sensibles justement dans les dossiers que vous traitez ? Je les ai un peu évoqués. Alors aujourd'hui, encore une fois, on a plein de sujets avec l'évolution des techniques, des métiers, etc. Évidemment qu'aujourd'hui, les questions de la transition énergétique, par exemple, c'est-à-dire comment répondre au fait... Alors je fais la part des choses. D'abord, arrêter de gaspiller l'énergie. Le deuxième sujet, c'est la fabrication d'énergie. Je mets à part. C'est pas forcément le patrimoine qui doit faire les deux à la fois. Pour nous, c'est un sujet extrêmement sensible. Quand je dis pour nous, nous sommes dépendants maintenant, depuis 2010, des DRAC, au niveau des moyens, etc. Et notre DRAC PACA, notamment, vous imaginez, a été vraiment en pointe sur la question des transitions énergétiques et de répondre en tout cas à la compatibilité entre l'un et l'autre. Évitons de tapisser évidemment les villages perchés de Provence de panneaux solaires et essayons d'aller dans les quartiers suburbains et les bâtiments industriels. C'est bête ce que je dis, mais c'est pas toujours évident pour certains. Donc on travaille à ce genre de choses. Donc c'est l'isolation, la menuiserie. La question des menuiseries, je suis apparemment très sensible au second œuvre. Des fois, nous faisons des solutions. Quand il en reste à Marseille, dont je m'occupe, c'est une ville qui a aussi, des fois par des raisons de pauvreté, à garder parfois des menuiseries très anciennes. Des fois, on fait des doubles fenêtres pour préserver la fenêtre ancienne. C'est des cas extrêmes. Mais je veux dire, pour vous dire, c'est pour ça qu'on est architecte. C'est pour ça qu'on répond. Et nous, c'est beaucoup sur les diagnostics, sur le fait d'avoir une connaissance globale et pas de répondre tel produit. Nous réfléchissons à la vision globale du bâti ancien, en rappelant que le bâti ancien, il n'y a pas plus écologique que le bâti ancien à la base, qui ne s'éclairait pas à l'électricité quand c'était sombre, etc. Ils avaient se protéger du soleil. À Marseille, nous, c'est presque plus la question du chaud maintenant que la question du froid. Absolument. Et nous, on considère que remettre en valeur ce bâti, je le vis aujourd'hui avec le centre historique de Marseille, qui a
dont on a beaucoup parlé, avec des effondrements. Ça n'avait rien d'une fatalité, les effondrements. Je pense que c'est une question d'entretien, de travaux intempestifs, etc. Et moi, j'ai confiance, en tout cas, à la capacité du bâti ancien de répondre à ces exigences-là. Alors on va s'en rendre compte, on va dire de plus en plus, avec les phénomènes, les épisodes caniculaires comme on les appelle. C'est des éléments qui vont permettre de faire évoluer les logiciels de pensée de tout un chacun. Aujourd'hui, c'est comme ça. Moi, je suis résolument positif dans la vision du monde que j'ai. Je considère que les périodes de crise sont des périodes dans lesquelles on se met à réfléchir pour essayer de sortir de la crise, ce qu'on appelle la résilience aujourd'hui. Il faut donner des mots sur tout ce qui existe. Donc, on est dans cette période où il va falloir trouver des bonnes raisons de considérer que le patrimoine, c'est un ami. Et c'est pas quelque chose qu'il faut considérer comme du passé, qu'il faut détruire. On en parle souvent en termes opposition passé-présent. La lutte n'est pas à ce niveau-là. C'est une ressource pour l'avenir. Et comme le disait Malraux dans son discours, qui est resté célèbre, l'avenir ne s'oppose pas au passé, il le ressuscite. Donc il faut être dans cette optique qu'aujourd'hui, on a un patrimoine qui est un modèle d'écologie à bien des points, qui est économe par les matériaux qu'il a mis en œuvre et qu'on est incapable aujourd'hui, on va dire, d'utiliser de façon aussi intelligente. On est dans les circuits courts, on est dans le recyclage. Bref, si on met le vocabulaire que l'on utilise aujourd'hui pour parler de nos problèmes écologiques, on voit que le patrimoine, il coche toutes les cases. Voilà. Et si on arrive à expliquer ça aux concitoyens qui commencent déjà à le sentir, quand ils habitent une maison ancienne qui fait 40 degrés à l'extérieur, c'est arrivé souvent, et qu'ils ont 24 degrés chez eux pendant 8 heures de la journée, ils comprennent le concept de l'inertie et du problème des transferts de chaleur qui s'opèrent dans le bâti ancien grâce à la qualité naturelle des matériaux anciens à résister aux transferts de chaleur. Donc là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la pédagogie, du vécu. Et je pense que c'est très positif parce que cette période qu'on a vécue, qui nous a profondément mobilisés, les associations du G7 avec nous, on a été relativement agacés d'entendre parler des passoires thermiques et de ce seul concept qu'on mettait en avant pour parler de tout ce qui était ancien. Moi, j'habite une maison du XVe siècle qui n'est pas une passoire thermique. Et je l'ai dit, le fait de continuer à mettre dans cette catégorie des bâtiments d'avant 48, c'est un scandale. Et c'est quelque chose d'inexact, et c'est quelque chose qui doit s'arrêter. On doit employer les bons mots. Et à partir de là, on doit construire avec cette logique profondément intelligente une culture commune, puisqu'on est dans le domaine du bien commun. Et ça permettra peut-être d'éviter les positionnements conflictuels des uns et des autres qui sont simplement le fait d'une méconnaissance ou d'un manque de culture de ces mêmes uns et autres qui ont besoin simplement d'être acculturés à cette nouvelle logique qui s'appelle aujourd'hui le patrimoine et qui est profondément une leçon d'écologie, tout simplement. Est-ce qu'on aurait besoin de plus d'ABF justement pour participer à l'ensemble de cette pédagogie, pour avoir un peu à tous les niveaux Alors ce message ? nous, c'est ce que nous avons dit lorsque nous avons été audités par la commission sur justement les ABF. Nous les avons défendus, forcément, parce qu'on considère que s'ils n'existaient pas, il faudrait les inventer. Et s'ils n'existaient pas, ça serait beaucoup plus catastrophique que ça ne l'est. On peut se plaindre si on a une vision négative du monde. Moi, j'ai plutôt une vision positive. Je pense que les ABF aujourd'hui sont en situation, comme beaucoup de services publics, on a parlé tout à l'heure du service public qu'ils représentaient, on ne leur donne pas suffisamment les moyens d'accomplir au maximum la tâche qui leur est confiée. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, il faudrait que les pouvoirs publics, et aujourd'hui c'est une difficulté parce que c'est de l'argent, et on sait à quel point la France est dans une situation délicate, mais le problème, il faut le dire malgré tout, c'est un problème humain. Il n'y a pas suffisamment de personnel, il n'y a pas suffisamment de monde, et il y a une tâche colossale en fonction des régions. Je sais que nous, dans notre région, les dossiers à traiter par jour, c'est phénoménal, et donc on ne peut pas faire en même temps le travail administratif pour lequel on est chargé de mission, et en même temps aller au-devant des administrés, des élus, et essayer de faire la pédagogie que l'on pourrait faire si on avait le temps et les capacités humaines de le faire. Donc nous avons souhaité qu'il y ait des moyens supplémentaires, et nous l'avons dit, même si on sait que c'est un vœu pieux aujourd'hui, il faut quand même le dire.
Si je peux abonder, la question, encore une fois, le côté poil à gratter. Pour éviter, la question, c'est la capacité que nous devons avoir à intervenir le plus en amont possible. Le sujet, il est là. Parce que quand vous arrivez à l'issue d'un parcours purement administratif, parce qu'on est parti aussi sur des formes de dématérialisation qui ne sont pas évidentes à gérer, les gens ne connaissent qu'un avis froid, avec autant d'épaisseur pour décrire les notions de recours que l'avis lui-même, entre parenthèses. Mais le sujet n'est pas ça. Le sujet, c'est d'intervenir, d'avoir pu être un tout petit peu à l'origine, ou en amont, ou associé. Et souvent, ce qui fait défaut, et là je le dis un peu sous toute la chaîne aussi auprès de nos confrères et consoeurs architectes, c'est la notion de diagnostic. Le bâti, que ce soit les monuments historiques qui donnent le modèle dans les processus, mais que ce soit le petit patrimoine qui pourrait être un jour monument protégé, c'est la notion de tenir compte de l'état des lieux, du déjà là. Bon. Et souvent, ça fait défaut. Donc il y a aussi, vous parliez, Monsieur le Président, d'acculturation. C'est toute la chaîne qui doit avoir ce réflexe-là, c'est-à-dire les architectes. Alors moi, j'ai ça à Marseille, c'est les syndics, les bureaux d'études, les architectes, les entreprises. Bon, on est ici au Salon du patrimoine, donc on a les entreprises qui doivent, pour moi, dont la connaissance doit ruisseler sur les entreprises même plus, ça devrait être plus banalisé, la connaissance du patrimoine. C'est un énorme travail, ça. Pour nous, c'est un autre. Alors, je préfère passer du temps, des fois, aller à des formations, accompagner, mais c'est un temps extrêmement court que j'ai pour aller auprès des entreprises, même des fois sur les chantiers, évidemment, mais encore une fois, par rapport à une masse à gérer. Mais l'amont, c'est fondamental. La formation, dans les écoles d'architectes. Aujourd'hui, les architectes, il n'est pas normal, et il faut qu'on le développe de plus en plus. C'est mon ministère, donc c'est très bien qu'il s'en occupe. La formation à la réhab soit vraiment développée. Mise en valeur, oui. Parce que quand j'étais fait mon école à Marseille, il se trouve, j'ai retrouvé Marseille après, on nous apprenait l'art d'être génial, c'est-à-dire faire des beaux projets, ce qui en soi c'est très important. Des créateurs. Voilà, ce qui est très important. Alors moi, créer dans le créer, c'est ce que je préférais en titre personnel. Mais le sujet, c'est qu'il faut savoir réhabiliter, pouvoir faire la ville non pas à la place de la ville sur la ville. À Marseille, on cherche les dents creuses, on cherche comment on peut réhabiliter. Il y a un travail qu'on fait actuellement avec ça s'appelle la société publique locale qui a été mise en place après les effondrements, je ne rencontre pas le détail. Le principe qu'on a mis en place, c'est les diagnostics avec des professionnels et des architectes, pour les 2 tiers sont des architectes du patrimoine, et sur lesquels on est parti à restaurer ce qu'on appelle les îlots démonstrateurs, les parcelles les plus abîmées, et on montre aux Marseillais enfin qu'on peut réparer en gardant un escalier, un plancher bois, etc. Chose que dans la réhab marseillaise, bien souvent, vous rentrez vous poussez la porte, vous êtes dans le béton. C'est un vrai, et ça j'y crois. Et avec toutes les vertus que vous disiez par rapport au climatique, remettre des volets persiennés, rendre les immeubles traversants. Enfin, tout ce qui faisait fonctionner en fait. Voilà. Alors justement, nous, on est très très contents de voir que les choses bougent quand même, toujours le côté positif à mettre en avant. Il y a un projet de loi qui a été déposé donc, par le Sénat le 8 octobre pour justement intégrer dans le code de la construction et de l'habitation ce qui doit y figurer en termes de grammaire et de vocabulaire concernant les spécificités du bâti ancien. Et il est demandé aussi, dans ce projet de modification de la loi, que la profession de l'architecte soit sollicitée pour le diagnostic, pour l'audit à l'origine. Puisqu'on parle de réhabilitation ou rénovation énergétique du bâti ancien, puisque c'est le terme on se méfie du mot rénovation, nous. Mais c'est le mot qui est utilisé, donc utilisons-le. Nous, on préfère parler de réhabilitation du bâti ancien, c'est pas du tout la même approche. Il faut qu'il y ait un diagnostic qui soit fait, qui guide ensuite le maître d'ouvrage et ensuite le maître d'œuvre pour arriver à quelque chose qui ne soit pas contre-productif. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire ce qui se passe. La loi ne permet pas à certains maires qui sont conscients du danger d'intervenir. Il n'y a pas de périmètre de protection dans leur village, il n'y a pas de document qui réglemente quoi que ce soit. Et les maires me disent, bah oui, je vois qu'il y a des isolations par l'extérieur qui sont mises en œuvre sur des maisons magnifiques en pan de bois, en pierre ou en brique, avec du polystyrène. Je n'ai aucun moyen légal de m'y opposer. Il faut que la loi change et que la loi fasse un distinguo très clair entre les deux catégories, avec possibilité effectivement d'intervention de la profession qui va aider à comprendre comment on peut gérer la réhabilitation et comment on peut préserver, si on l'a fait correctement, le bâti ancien qui fait partie du patrimoine, bien qu'étant propriété privée. Donc on est vraiment dans cette logique d'intelligence partagée.
Et au niveau réglementaire, les élus ont un rôle à jouer. On a parlé du ZAN, par exemple. Voilà. Le zéro artificialisation nette, c'est vertueux, à condition qu'il n'incite pas à aller chercher du foncier déjà construit, à raser l'ancien pour utiliser le terrain. Parce que ça, c'est un gâchis phénoménal. Alors les politiques l'ont compris. Madame Drexler, je la cite toujours parce que c'est une personne qui est le fer de lance, on va dire, de l'action par rapport à cela. Elle est prête à agir sur le terrain réglementaire pour faire en sorte que le ZAN soit élaboré de façon complète et intelligente pour éviter ces effets pervers. Alors il y a des incitations bien entendu fiscales qui peuvent être utilisées, des subventions qui peuvent être données et majorées si on utilise de l'ancien qu'on réhabilite, qu'on réinvestit et qu'on considère comme étant un point de départ qui va permettre de créer une nouveauté à l'époque où on vit. Et il n'y a pas d'opposition entre le passé et le présent. Il y a simplement une continuité et surtout une intelligence commune à avoir. Donc voilà, donc c'est ça que nous disons et nous nous réjouissons qu'aujourd'hui on est en train de prendre conscience que on va dans la bonne direction. Parfait. Écoutez, je vous remercie tous les deux pour ces précisions, cette vigilance que vous apportez à tout ça. Merci beaucoup à vous. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Vous pouvez revoir cette émission si vous le souhaitez ou découvrir nos autres sujets sur la plateforme YouTube Atrium Patrimoine et Restauration. À bientôt.